Alors, moi, je me suis engagée à la Banque alimentaire en avril dernier, à mon retour de Singapour. Donc, j'étais en stage à Singapour et j'ai dû rentrer à cause de la crise Covid. Et donc, je me suis engagée pendant le premier confinement à la Banque alimentaire. Et j'ai continué mon engagement encore aujourd'hui parce que je suis en dernière année de master à Grenoble, école de management, et je suis mes cours en visio. Alors personnellement, je suis en constante réflexion sur notre système économique et social et donc m'impliquer en tant que bénévole dans une association qui d'une part œuvre à aider les plus démunis et en même temps qui lutte contre le gaspillage alimentaire, ça me paraissait être un moyen assez efficace de lutter, de m'engager et de prendre la parole dans cette société. Par ailleurs, il faut savoir que 29% des bénéficiaires de la banque alimentaire ont entre 14 et 25 ans. Donc c'est aussi un engagement envers ma propre génération que je prends là, ce qui me paraît important. Et à titre personnel, c'est aussi pour moi un moyen d'apprendre sur le système associatif, son fonctionnement, d'échanger avec d'autres profils. C'est un vrai moyen de m'ouvrir à l'autre et c'est pour ça que je trouve ça important et que je continue à m'engager aujourd'hui. C'est sûr que c'est sûr que c'est le cas. Au début de la pandémie et lors du premier confinement, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur emploi, sachant que plus d'un tiers des jeunes vivent d'un emploi précaire. Donc de nombreux jeunes se sont retrouvés isolés dans des logements souvent étriqués. Par ailleurs, les restaurants universitaires ont fermé, donc ce qui a posé de nombreux problèmes au niveau alimentaire notamment. Donc la situation des jeunes était déjà très fragile avant la crise, avec des problèmes d'employabilité, mais la crise a extrapolé les difficultés et c'est sûr qu'on les a constatées au niveau local. Alors c'est important justement que les associations s'engagent aux côtés des jeunes. Et nous, par exemple, à la Banque alimentaire, il y a une équipe de bénévoles donc menée par justement deux jeunes qui se sont investis dans un projet donc, de distribution alimentaire aux étudiantes du Crous. Donc 3600 repas étaient distribués par semaine et c'était l'occasion, au-delà de l'aide alimentaire que ça représentait, d'échanger avec les jeunes, de leur apporter un soutien moral, de comprendre aussi leurs problématiques. Je crois que ce qu'on leur a apporté à ce moment-là, ça a été vraiment du soutien et je pense que c'est important aussi que les jeunes sachent que l'on se bat pour eux, qu'ils ne sont pas juste des dommages collatéraux de la crise qu'on est en train de vivre et que vraiment il y a un esprit de solidarité qui s'est formé autour de cette problématique-là. Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet. De nombreux programmes ont été mis en place là récemment pour aider la jeunesse, donc comme le plan Priorité Jeunesse, tous ces projets qui visent à soutenir financièrement les jeunes, à favoriser leur inclusion, à améliorer leur employabilité, en rendant plus accessible par exemple l'alternance ou en créant les services civiques. Mais le fait est qu'un étudiant sur deux vit encore avec moins de 400 euros par mois et que certains vont jusqu'à avoir recours à la prostitution pour financer leur étude. Les jeunes n'ont pas encore accès au RSA et l'accès aux bourses est parfois inégalitaire. Donc, je crois que la précarisation de la jeunesse, c'est un sujet qui va au-delà des questions des prestations sociales et des mesures d'accès à l'emploi. C'est un nouveau symptôme qui est assez alarmant de l'épuisement de notre modèle économique. Et je pense que notre système social arrive à sa limite et qu'il est de notre devoir, nous les jeunes, de nous engager pour les autres. Et la bonne nouvelle, c'est on peut agir en participant au débat citoyen, en recréant du lien social et en promouvant des initiatives locales. Alors bien sûr, et je pense sincèrement que l'engagement local est une solution viable et la solution viable aujourd'hui parce que plus proches les uns des autres, on peut mieux connaître les besoins et tenter d'apporter des solutions justement. Bien entendu, des politiques sociales locales et efficaces seront nécessaires pour soutenir les jeunes de la région. Par ailleurs, je pense que les collectivités et les associations doivent continuer à s'engager ensemble, je sais qu'elles le font déjà, pour apporter des solutions locales. Moi, ce qui me semble nécessaire personnellement, c'est redonner du sens à notre génération et au niveau local.
En cela, l'engagement associatif est un moyen de lutter localement contre la précarité. Effectivement, il permet de découvrir, de favoriser la mixité locale au sein d'un même territoire, de lutter contre l'isolement et d'améliorer l'employabilité des jeunes. Et je pense qu'il faut briser la défiance en créant du lien social. Bon, merci. Je crois que c'est une très bonne introduction à ce panel sur la précarité des jeunes. Est-ce que c'est une fatalité avec en particulier toute la question du rôle respectif de l'État et des associations? Donc, on a un panel sur cette question. On a un certain nombre de personnalités qui sont parfaitement sur ce sujet de la précarité des jeunes et de la manière dont on peut y répondre. Donc, on aura Alain Dinin, qui est le PDG de Nexity, Thibaut de Saint-Paul, le directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, Véronique Fayet, qui est présidente du Secours catholique, et Sakina Mena, qui est lauréate 2020 de la parole 18-21-28, pardon, et qui est donc spécialiste de droit social, hein, si je comprends bien. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce panel. Je crois qu'on va commencer parce qu'il n'a pas pu être présent parmi nous avec une intervention de Alain Dinin, donc le PDG de Nexity. Et puis, je reviens vers vous tout de suite pour lancer le panel en live. Bonjour Alain Dinin. Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Président de Nexity, promoteur immobilier, premier groupe immobilier français intégré, quelques 11 000 collaborateurs. Alors, nous allons illustrer avec vous la thématique de la jeunesse, génération sacrifiée, point d'interrogation. On sait qu'avec la mobilité, les questions liées au logement font partie bien sûr des moyens de lutte contre le chômage de masse. Alors, vous allez nous livrer votre témoignage en tant que chef d'entreprise. Mais auparavant, une question générale, Alain Dinin. Est-ce que la précarité des jeunes est à vos yeux aujourd'hui une fatalité? Alors d'abord, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un danger majeur. Je pense qu'effectivement, toute cette population on va dire, de moins de 25 ans, qui se retrouve effectivement dans la difficulté, qui n'a pas à se loger, qui a des perspectives d'emploi dans un monde qui a changé, si nous ne nous en occupons pas réellement, si nous, les chefs d'entreprise, parce que j'ai une conviction, c'est que l'entreprise peut être demain le creuset d'une politique et d'une génération future. Si on ne s'en occupe pas, on va à la catastrophe parce qu'on ne peut pas désespérer la jeunesse, mais parce que c'est elle qui doit porter le futur de nos sociétés. Alors justement, concrètement, Alain Dinin, entrons dans la cuisine chez Next City. Comment appréhende-t-on cette question dans votre groupe aujourd'hui, concrètement? Alors, effectivement, vous évoquiez que nous avons 10 000 personnes. On fait environ 2500 recrutements par an. Là-dedans, en 2019, là, un tiers de ces recrutements étaient faits sur des jeunes de moins de 26 ans, donc bac plus quelque chose, plus un peu d'expérience professionnelle. Je vais prendre une initiative à partir de cette année, c'est que je veux, enfin début d'année 2021, je veux que sur chaque poste, il y ait au moins la candidature d'un jeune de moins de 26 ans, de façon à lui donner la possibilité d'accéder à un manager et d'avoir un contact, parce que c'est comme ça que ça se passe. On vient de monter un centre de formation à l'apprentissage qui va accueillir des classes pour former, nous serons diplômants, donc comme la loi nous l'autorise, nous allons devenir une école de formation sur les métiers de l'immobilier. On a cette année 300 alternants, j'ai l'intention d'en avoir plus l'année prochaine. Et puis on accueille, depuis 2018, on accueille environ 300 enfants des quartiers prioritaires des villes qui viennent faire leur stage de troisième. Alors en 2020, on a eu une vraie difficulté à le faire. Et puis, on est face à quand même une inertie politique sur l'ensemble de ces sujets-là. On va y revenir, on va y revenir sur ces questions précises, mais depuis quand intégrez-vous cette politique, je veux dire, sociale chez Next City? Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que vous vous y êtes intéressé ou c'était déjà dans l'ADN du groupe depuis longtemps? Alors, l'ADN d'un groupe, c'est souvent l'ADN de son dirigeant ou de ses dirigeants. Il se trouve que les dirigeants de Nexity sont intéressés à ce qui se passe dans la ville, puisque notre métier, c'est de construire la ville.
notre vocation, si je peux m'exprimer ainsi, peut-être qu'un jour, ça sera notre raison d'être, c'est le vivre ensemble. Donc, quand Nexity travaille, fait de la promotion immobilière, mais aussi syndic de copropriété, fait de la location, de l'administration de biens, construit des logements neufs, des bureaux, etc., forcément, nous sommes dans la ville, et dans la ville, elle est inclusive. Et il se trouve aussi que nous sommes opérateurs de la résidence étudiante. On est le premier opérateur de la résidence privée étudiant en France avec la marque PA. Et donc, on connaît bien les étudiants pour en héberger environ une vingtaine de milliers par an. Alain Dina, est-ce que la crise, est-ce que la pandémie a fait évoluer cette politique? Est-ce que vous êtes en train peut-être de réfléchir à une évolution de cette stratégie au sein de Nexity? La crise, elle a pour moi elle a une dimension claire, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est que les politiques raisonnent au jour le jour, et on pourrait leur reprocher ou pas. Au fond, la réalité, c'est qu'il faut savoir si demain matin on est déconfiné, qu'est-ce qui se passe sur l'économie du premier trimestre, etc. Des entreprises ont une perspective de beaucoup plus long terme. Les plans chez Nexity sont des plans à 3, 5 ans, 7 ans, et une entreprise a une vocation à être insérée dans la société au sens large du terme sur du long terme. Je considère que nous devrions être plus responsables de ce qui se passe dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons. Et s'il y a bien une population qu'il faut aider parce qu'elle n'a pas les codes, parce qu'elle ne sait pas forcément comment faire, parce qu'elle a besoin d'accéder à l'emploi, si je ne peux pas avoir un logement, si je n'ai pas d'emploi, si je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de logement, je suis en déshérence, etc., etc. Et tous ces éléments-là qui sont constitutifs de notre vivre ensemble, bien, au fond, je pense que les chefs d'entreprise doivent s'en occuper. Il y a également la cagnotte immobilière. Qu'est-ce que c'est ça chez Nexity, la cagnotte immobilière? Alors ça c'est une deuxième partie. Il se trouve que, bon, il y a la responsabilité, ce que je viens d'évoquer, c'était la responsabilité, on va dire, sociétale du chef d'entreprise et de l'entreprise. Après, il y a nos métiers. Il se trouve que dans les métiers de l'immobilier, Nexity vend des logements neufs, il cherche à loger des gens, enfin, on fait de la location, on fait du logement, de la construction de logements, on traite aussi l'immeuble dans son ensemble. Eh bien, on s'aperçoit que les jeunes ne peuvent plus acheter leur logement, ne peuvent pas louer. Donc, on a essayé de travailler sur, puisque j'attends rien des politiques, et d'ailleurs les politiques en parlent peu, quand on écoute M. Macron pendant 2 heures, le sujet du logement n'est pas évoqué. Il est évoqué à un moment donné, vers la fin de son discours, sur « je vais travailler sur les discriminations, dont celle du logement ». Donc nous, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aider les jeunes à devenir accédants à la propriété. Ce ne sont pas tout à fait les jeunes dont on parlait tout à l'heure qui, eux, sont en accès à la formation et à l'emploi. Ce sont des gens qui ont déjà un emploi, mais qui ont des revenus faibles et qui n'ont pas souvent l'apport personnel. Donc on a créé, on va dire que c'est du marketing et du commerce, mais en même temps, c'est un sens qu'on cherche à donner à ça. On s'est dit, ceux qui fabriquent avec leur famille une cagnotte pour les fonds propres, nous, Nexity, on va compléter cette cagnotte. Et on a, en un mois de temps, on a eu 1 millier de cagnottes qui se sont créées, un peu comme quand on fait un cadeau d'anniversaire ou une fête ensemble. Eh bien, cette cagnotte sert à avoir un apport personnel qui va permettre de trouver un financement bancaire, si tant est que les banquiers veulent encore prêter aux jeunes. Bon, voilà, on a eu un premier éclairage sur la question du logement. Je suis sûr qu'on y reviendra parce que je pense que c'est en effet une question essentielle pour les jeunes. Ce que je vous propose, c'est donc on va commencer ce panel. Je vais vous poser quelques questions et puis ensuite il y aura des questions qui seront posées par l'assistante. Je vais commencer par Thibaut de Saint-Paul. Ce que je disais tout à l'heure dans mon propos sur la conjoncture, c'est que les économistes essayent évidemment de regarder ce qui se passe dans les statistiques, ce qui était en train de se passer. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas bien, qu'on ne voit pas bien. Mais vous, je crois que vous avez justement essayé d'objectiver ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est très important, en effet, dans la discussion, en particulier avec les décideurs publics, d'essayer d'objectiver ce qui est en train de se passer dans la crise avec la situation des jeunes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce que vous observez ? Tout à fait. Alors, juste un mot pour préciser d'où je parle. L'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, c'est un peu l'INSEE de la jeunesse et de la vie associative. Nous sommes le service en charge des études, des recherches, des statistiques publiques et des évaluations dans le domaine de la jeunesse et de la vie associative. Et effectivement, comme on l'a dit, quand on parle de jeunesse et sous l'angle de la précarité qui est celle de cette table ronde, il faut effectivement bien garder à l'esprit qu'on a une grande diversité de situations
Et c'est ce qui caractérise la jeunesse, au-delà des différences de tranche d'âge. Et c'est une des vraies difficultés pour approcher le sujet, mais c'est aussi sa richesse. Aussi souligner qu'à ce stade, on a relativement peu de données scientifiques fiables sur la jeunesse dans cette période très particulière. On a des sondages, et on en a eu un bon exemple ce matin, qui nous permettent de penser, d'avoir des éléments pour voir un peu ce qui se passe, et puis en lien avec nos remontées du terrain. Mais en termes de données statistiques, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. On aura des éléments bientôt. Et c'est extrêmement important parce que quand on parle de précarité, quand on s'intéresse aux plus défavorisés ou aux franges, dont on va reparler dans un instant, on a besoin de données un peu plus conséquentes. Et les jeunes sont par nature une population difficile à enquêter parce qu'ils changent souvent d'état, de situation, et en particulier dans cette situation de la crise sanitaire où les trouver, où les enquêter, construire un échantillon représentatif est compliqué. Et donc on va bientôt avoir des éléments sur ce sujet. Pour penser les choses aujourd'hui, il faut repartir d'un certain nombre de données dont on dispose. Celles que vous avez mentionnées tout à l'heure, celles de chômage produites par l'INSEE, qui sont assez éloquentes. Hein. On sait bien que les jeunes sont les premiers touchés en cas de crise, et puis ceux qui sont les plus touchés, et on le voit très bien dans l'évolution du chômage en France. Il y a des chiffres qui sont très éloquents. Par exemple, en juillet, d'après Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans de catégorie A, donc ceux qui n'ont pas travaillé dans le mois, il cumulait à presque 550 000 personnes sans emploi, et donc c'est une augmentation de 20% chez les moins de 25 ans par rapport à février 2020. Donc avant le confinement. Et on le sait bien, et vous l'avez mentionné, on a à peu près 700 000 jeunes chaque année qui entrent sur le marché du travail et qui donc pour les générations 2020 et 2021 vont se retrouver en difficulté. Alors l'emploi évidemment c'est une chose, il y a aussi l'enjeu des études qui a été développé tout à l'heure, mais on observe aussi tous les enjeux autour de leurs conditions de vie dans le contexte de la crise sanitaire. On a évoqué l'absence ou la perte des petits boulots qui caractérisent cette tranche d'âge, avec des contrats plus précaires, du travail potentiellement non déclaré ou qui est plus fragmenté. On a des enjeux de précarité alimentaire qui ont été mentionnés dans la vidéo tout à l'heure et qui remontent également du terrain. Et puis tout ce qui tourne autour d'une détresse psychologique qui est accrue, potentiellement un isolement social. Et par exemple, en termes de données, on l'observe bien dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, qui est une enquête qui a été menée auprès d'un peu plus de 6000 étudiants au printemps 2020, et qui décrit bien la fragilisation d'une partie de la population étudiante, avec une aggravation des situations à la fois de précarité et puis de décrochage universitaire. Évidemment, décrochage dont les conséquences pourraient se prolonger bien au-delà de la crise sanitaire. Ensuite, on observe dans ce qui nous remonte en termes de données, évidemment, le rôle essentiel du soutien familial, en lien avec ce risque de sombrer dans la précarité. Effectivement, les jeunes qui méritent le plus d'attention, c'est ceux qui n'ont pas ou n'ont plus ce soutien familial. Et évidemment, à tout ça s'ajoutent des questions d'isolement, d'impact sur la vie affective, sur lesquelles on a aussi des données, plus sans doute chez les jeunes, où cette dimension est importante, que pour le reste de la population, et donc des enjeux, comme je l'évoquais, de santé mentale. Et donc on observe cette forte fragilisation d'une partie des jeunes dans l'ensemble des aspects de leur vie, mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'ensemble de ces fractures au sein de la jeunesse, elles étaient déjà largement présentes avant la crise. Et la crise n'a fait que les rendre visibles d'une part, et puis les accentuer par ailleurs. Avant la crise, on avait déjà près d'un jeune sur 5 qui vivait sous le seuil de pauvreté, et encore davantage chez les jeunes femmes. On avait près de 20% des 15-24 ans qui, à l'issue de leur formation initiale, se retrouvaient au chômage. Donc ça faisait près de la moitié pour les jeunes qui sont peu ou pas diplômés. Et puis si on prend des données en termes de santé, rappelez que le suicide, bien avant voilà, cette crise sanitaire, il demeurait la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Et puis, on a 15% des étudiants qui présentent des signes d'épisodes dépressifs majeurs. On pourrait multiplier les exemples. Ce qui est important, c'est d'effectivement avoir en tête que ces fractures, elles sont très présentes et elles caractérisent
notre jeunesse bien avant la crise, et la crise les a accrus. Et dans tous les domaines, il y a un seul exemple qui est marquant, c'est celui du rapport au numérique, dans une génération qui est parfois décrite un peu vite comme digital native ou maîtrisant parfaitement ces outils. Et toutes nos études, elles montrent bien qu'en réalité, même sur ces aspects-là, on a de très grandes diversités, avec des jeunes qui ont des difficultés, qui ont des usages des outils numériques très différents des autres jeunes, qui ont pas forcément toutes les compétences. Et donc même sur ces aspects-là, on a aussi des différences qui sont très importantes. Si j'avais à résumer en quelque sorte ce qu'on observe dans l'ensemble de nos études, c'est la diversité d'horizons au sein de cette jeunesse, et le fait que des jeunesses ne se croisent plus. Et c'est des choses qu'on observe. Par exemple, au sein de l'INJEP, on est en charge de l'évaluation du dispositif du service national universel, qui est un souhait mis en place par le président de la République, et c'est des choses qu'on veut aller voir. C'est-à-dire, est-ce que ces dispositifs y contribuent ou pas à lutter contre ces fractures ou ces diversités d'horizons. Juste un dernier mot. Si on avait à résumer ce sur quoi, à nos yeux, une attention particulière doit être portée, il y a 3 populations qui sont pour nous les plus importantes, où il y a un enjeu plus important. Le premier, c'est les jeunes les plus vulnérables, notamment les décrocheurs, ceux qui sortent parfois un peu des radars, qui sont que les missions locales ont le plus de mal à accueillir ou à trouver ou à accompagner. Et donc ces jeunes vulnérables, il y a un vrai enjeu. Ensuite, c'est les jeunes ruraux. On oublie parfois qu'il y a des handicaps et des difficultés spécifiques à ces jeunes dans les territoires ruraux, qui ont parfois moins de soutien, moins d'aide, sur lesquels il y a des enjeux de mobilité qui sont spécifiques, qui peuvent être très forts en lien avec des situations de précarité, et en particulier les jeunes femmes en milieu rural. Et le dernier point, c'est les jeunes ultramarins, qui ont des difficultés, là aussi des spécificités en termes de difficultés ou de précarité qu'il s'agit de penser et dont il faut aussi discuter. Voilà ce que je peux vous dire en première réaction. Bon, merci, c'est très intéressant, et je crois qu'en effet, un point essentiel, c'est que parler en moyenne des jeunes n'a pas énormément de sens, hein. Il y a énormément d'hétérogénéité. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des difficultés, évidemment, de la politique publique sur la question de la jeunesse. Donc, je me tourne maintenant vers Véronique Fayet. On a entendu tout à l'heure Clara Guiguen de la Banque alimentaire, donc sur les questions des associations. Vous présidez le Secours catholique, qui est évidemment une association qui est très proche de la question de la précarité. Donc moi, j'ai envie de vous interroger sur, au-delà des statistiques, peut-être il y a des choses, des cas concrets qui disent peut-être beaucoup plus et qui sont peut-être aussi plus... qui nous donne plus à voir de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et je pense que, moi je le disais tout à l'heure, je pense que c'est très important en effet, à la fois les pouvoirs publics, mais aussi même nous économistes, qu'on se rapproche aussi des associations qui sont sur le terrain pour mieux comprendre, parce que on réfléchit aux politiques publiques et je pense que c'est très important d'avoir cette vision du terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus justement sur ce qui est en train de se passer ? Oui, alors bonjour à tous. Oui. Je suis très contente d'intervenir après Thibaut de Saint-Paul, puisque ce qu'il a dit en termes statistiques, c'est exactement ce que l'on vit, c'est exactement le portrait des jeunes qu'on rencontre au Secours catholique, c'est-à-dire des jeunes vulnérables, des jeunes ruraux. Je pense à une jeune fille, Océane, qui vit dans le Jura, elle a 20 ans, elle a un bac professionnel. Elle n'arrive pas à trouver son premier emploi et comme elle n'a aucun revenu, elle a été obligée de revenir vivre chez sa maman qui elle-même est en difficulté. Donc ensemble, ils ont recours aux aides alimentaires ou aux coups de pouce du Secours catholique. Voilà, c'est exactement ça qui se vit. Et les jeunes ultramarins aussi, merci de les mentionner, puisque nos délégations ultramarines aussi nous éveillent à cette pauvreté. Et donc, effectivement, nous, ceux que l'on touche, ce sont les jeunes qui sont les plus vulnérables, qui sont donc peu qualifiés, qui n'ont pas de réseau. Et donc l'enquête évoquait tout à l'heure que les jeunes sont bien conscients que quand ils n'ont pas de réseau, c'est quand même très 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 compliqué de s'en sortir, de frapper à la bonne porte. Et ils sont issus de familles qui sont souvent elles-mêmes en difficulté et qui peuvent pas les aider ni en termes de réseau, ni même en termes matériels. Alors
quand elles peuvent les loger, c'est déjà bien. Là, je me souviens d'une jeune fille qui est de Pont-à-Mousson, donc une zone semi-rurale. Elle a un CAP de vente, elle a 24 ans, elle a travaillé en 2019 suffisamment pour toucher un tout petit peu d'allocation chômage. Elle touchait 350 €, ça s'est arrêté au mois d'octobre. Depuis, elle n'a plus rien. Heureusement, elle dit, elle a pu revenir loger chez son père, qui est lui-même travailleur handicapé. Sinon, elle serait à la rue et il lui reste quelques petites économies pour payer son forfait téléphone, pour rester en contact avec les agences d'intérim auprès de qui elle espère trouver un emploi, mais pour l'instant, elle n'en trouve pas. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que bon, j'ai 24 ans, j'ai droit à rien, donc j'attends d'avoir 25 ans au mois de mars pour toucher le RSA, mais j'aimerais bien trouver un travail avant. Voilà, donc on a comme ça des milliers de jeunes qui sont dans des situations de très grande fragilité et en même temps qui sont très volontaires. J'ai bien aimé aussi dans le sondage qui était évoqué tout à l'heure, de dire que la détermination des jeunes est intacte, leur volontarisme est intact, et ça on le constate y compris chez les jeunes les plus fragiles. Au contraire, j'allais dire, ils sont peut-être encore plus combatifs parce que voilà, pour eux c'est une question de survie, il faut absolument trouver un travail, mais ils passent sous les radars des aides actuelles. Et c'est un peu ce que disait aussi Monsieur Dinin, les politiques actuelles pour les jeunes, c'est au jour le jour, c'est des petits coups ponctuels. Alors on a une petite aide versée au mois de juillet pour les jeunes qui touchent l'allocation, l'APL. Bon, les jeunes qui touchent l'APL, ce ne sont pas les plus fragiles. Les plus fragiles, ils ne sont pas logés, ils n'ont pas de logement autonome, ils n'ont pas l'APL. Donc ceux-là ont échappé à l'aide gouvernementale allouée au mois de juillet aux jeunes fragiles. Après, il y a le plan de relance, un jeune, une solution. Très bien, la jeune fille dont je vous parle à Pont-à-Mousson, elle a été orientée par Pôle emploi vers ce dispositif, elle y a été, elle a vu 5 ou 10 entreprises, elle a eu des entretiens, mais aucune entreprise ne la rappelle parce qu'il n'y a pas d'emploi, elle a un CAP vente. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est pas un secteur qui recrute, mais elle est prête à faire n'importe quoi, des ménages, n'importe quoi. Donc un jeune, un emploi, ça marche si l'entreprise a décidé de recruter, et puis elle va sans doute prendre un jeune diplômé, pas un jeune qui n'a pas une qualification suffisante. Voilà. Et puis le dernier dispositif aussi de Madame Borne qui est très vertueux, de dire on va donner un complément de salaire à ceux qui ont travaillé 60% du temps sur l'année passée. Ça ne concerne pas les jeunes fragiles qui n'ont pas travaillé suffisamment. 60%, c'est énorme, c'est 7 mois de travail dans l'année qui précède. Voilà, les jeunes. Alors soit ils ont beaucoup moins de travail que ça, soit ils ont aussi très souvent des petits boulots au noir, donc qui leur permettent pas de faire valoir que oui, ils ont travaillé, oui, ils sont courageux, ils ont envie de s'en sortir, mais moi je suis quand même réjouie de savoir qu'il y a ce volontarisme chez les jeunes, cette détermination qui est intacte, et je trouve que ça valide notre demande qui est aussi celle du cercle des économistes, d'aller vers une réforme structurelle, c'est-à-dire vers un revenu tremplin, nous on l'appelle comme ça, un revenu tremplin pour les jeunes, qui va mettre les jeunes en sécurité et qui va s'appuyer justement sur leur dynamisme avec un accompagnement très fort, très personnalisé, efficace, pour leur permettre d'aller vers cet emploi dont ils rêvent et qui est d'autant plus inatteignable qu'ils n'ont pas les bons réseaux et qui sont souvent insuffisamment formés. Et donc cet accompagnement renforcé, évidemment, il doit être assorti d'une allocation pour que les jeunes puissent manger, se loger ou participer à des frais de colocation ou aux frais dans leur propre famille quand ils sont hébergés en famille. Voilà. Donc je pense que tous ces éléments convergent pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une politique structurelle qui va protéger tous les jeunes et en particulier et en premier lieu les plus fragiles, pour passer ce cap de la crise et ressortir le plus vite possible vers un emploi. Merci. On voit bien les défaillances du système social français. Je reviendrai vers vous tous pour vous poser la question, en effet, sur la question du RSA jeune, parce que c'est un peu quand même un des débats qui sort avec la crise, effectivement. Je me tourne vers Sakina Mena, mais encore une fois, peut-être plus sur le constat de ce qui est en train de se passer et dans de la manière dont, justement, les aides sociales
dans quelle mesure elles sont suffisantes ou non et bien ciblées sur le public de la jeunesse. Oui, merci Philippe Martin. Eh bien, effectivement, comme on a pu le remarquer encore avec Véronique Fayet précédemment, c'est que nous manquons d'aides structurelles. On a des aides ponctuelles. La jeunesse en a reçu de l'ordre de 350 € sur 8 mois, mais nous n'avons pas de prestations sociales qui permettraient de réduire fortement cette vulnérabilité qui est ambiante chez les jeunes. Et pourtant, on a un système de protection sociale. En tant que jeune diplômée en droit social, j'ai pu étudier à la fois le recours à la fois au RSA ou encore au chômage et même à la formation continue, qui est ouvert aux personnes qui se retrouvent sans emploi ou qui vivent dans une grande précarité financière. Et pourtant, il n'y a pas de point essentiel qui soit destiné à apporter du soutien aux étudiants et aux jeunes demandeurs d'emploi. On le voit avec deux leviers qui sont aujourd'hui très peu utilisés, qui sont les aides publiques financières pour les moins de 25 ans et qui malheureusement vont toucher les plus précaires qui se retrouvent sans aide des parents et qui n'ont pas accès au RSA et qui n'ont pas accès aujourd'hui non plus à un revenu de base, ou encore ces personnes qui se retrouvent jeunes actifs et qui n'ont pas suffisamment cotisé pour avoir accès à la formation continue et qui ainsi se retrouvent encore une fois aux extrémités entre la formation initiale, au sortir de la formation initiale et à l'accès à un emploi stable. Et c'est vraiment dommageable parce que nous avons les structures, nous avons les moyens et nous avons pourtant cette lacune qui pourrait être comblée. Jean Castex, ce matin, notre Premier ministre, parlait de garanties pour les jeunes, de prestations qui étaient encore attachées à l'emploi, alors même que, comme l'a révélé Véronique Fayet, ce sont des difficultés supplémentaires pour les jeunes qui n'ont pas effectivement de réseau ou qui n'ont pas d'antécédents en matière salariale. Donc il faudrait déconnecter absolument ces prestations sociales du salariat pour qu'un plus large panel de jeunes puisse en bénéficier. Et en ce qui concerne justement les moyens de financement, les jeunes, d'ailleurs du cercle des économistes, ont de grandes idées puisque on peut penser à la taxation des GAFA et d'autres ressources qui ont été élaborées par ces jeunes. On a plein d'idées si le gouvernement cherche des moyens de financement. Merci. Bon, merci. Ce qui est bien avec la taxe GAFA, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on peut l'utiliser une fois pour les jeunes, mais il y a plein d'autres idées pour lesquelles on pourrait l'utiliser. Donc, de fait, si on allait vers un financement d'un RSA jeune, en effet, il faudra trouver une ressource. Mais justement, moi, une question qui se pose, il me semble, dans cette crise, et vous y avez tous fait allusion d'une manière ou d'une autre, est-ce que la priorité, c'est de mieux utiliser, voire d'augmenter des instruments existants. Et, entre guillemets, on a parlé un petit peu de la garantie jeune. Donc, la garantie jeune, c'est un quasi-RSA, hein, c'est moins que le RSA, pour des jeunes qui sont très loin de l'emploi, avec un accompagnement très fort de ces jeunes. Il y a l'idée d'augmenter, enfin de doubler, hein, puisqu'on passerait de 100 000 à 200 000 jeunes sur la garantie jeune. Donc, l'évaluation, si je comprends bien, est plutôt pas mal hein, sur la garantie jeune. Est-ce qu'on est capable, justement, entre guillemets, d'industrialiser, si j'ose dire, hein, de multiplier par 2 la garantie jeune? Alors, c'est vrai que c'est une philosophie différente du RSA, hein, puisqu'il y a, c'est véritablement un fort accompagnement vers l'emploi, et donc c'est un peu différent du RSA. Donc, ma question, c'est
est-ce que dans la crise actuelle, qui est quand même où on est encore dans une phase d'urgence, est-ce que la priorité, c'est justement utiliser, voire augmenter des instruments existants, type garantie jeune, hein, mais il y en a d'autres, ou bien est-ce que c'est justement de créer de nouveaux instruments, une réforme structurelle euh, dont un des enjeux serait quand même qui prendrait du temps. Donc voilà, moi j'aimerais un peu vous faire réagir là-dessus parce que je pense que c'est quand même aussi une des difficultés de savoir ce qu'on fait dans les 3, 4, 6 mois prochains. Peut-être je vais commencer cette fois-ci je vais commencer par Véronique Fayet, peut-être, sur ce sujet. J'aimerais vous entendre. Oui, alors d'abord peut-être qu'il faut se sortir de l'idée d'un RSA jeune, parce que en tout cas aujourd'hui le RSA fonctionne pas bien. Il sera sans doute réformé un jour. On était dans une discussion sur le RUA qui était intéressante et puis tout a été interrompu malheureusement. Mais le RSA c'est 30% de non-recours par exemple, premier défaut. Et deuxième défaut, c'est souvent très peu d'accompagnement. Voilà. Donc c'est pas ça qu'on veut pour les jeunes. Donc le modèle de la garantie jeune est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'il y a d'abord un accompagnement très renforcé, de qualité, et il y a aussi l'allocation qui permet de manger et de se mettre à l'abri en tout cas du besoin. Mais ça a plusieurs défauts la garantie jeune. D'abord, ce n'est pas un droit ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un quota. Hier, c'était 100 000. Avant-hier, c'était 150 000. Aujourd'hui, c'est 200 000. Donc, on voit bien qu'on rajoute des petits bouts parce qu'on voit que ça suffit pas. Mais donc, il faut que ce soit un droit ouvert. C'est-à-dire que tout jeune qui désire être accompagné puisse rentrer dans le dispositif. Donc, il faut augmenter l'échelle assez rapidement. Il faut avoir aussi un principe de non-abandon. Parce que le défaut de la garantie jeune, c'est que c'est 6 mois renouvelables une fois. Donc c'est très bien, mais parfois il y a des jeunes qui au bout de 6 mois, ça y est, sont sur les rails, ils n'ont plus besoin de rien. Mais il y a des jeunes pour qui il faudra 18 mois, voire 2 ans, parce que justement ils arrivent de très 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 loin. Et donc il faut avoir la patience de les accompagner pendant 18 mois ou 2 ans. Donc ce principe de non-abandon, il peut être inscrit tout de suite hein, dans la loi, ça c'est pas très très compliqué, mais qu'il n'y ait pas ce couperet à 12 mois, qui en plus incite les missions locales et les accompagnateurs à prendre plutôt des jeunes qui ont toutes les chances de s'en sortir en 12 mois, voilà, plutôt que des jeunes dont on se dit bon celui-là on va l'avoir pendant trop longtemps et ça va être compliqué et on va être obligé de le lâcher sans solution. Voilà. Donc je pense que la garantie jeune est certainement une bonne base, mais nous, alors, à court terme, c'est sûrement ça qu'il faut développer, mais je pense qu'on peut aussi, à court terme et sans faire des choses extraordinaires, expérimenter quelque chose qui pourrait être un revenu tremplin pour tous les jeunes, donc qui soit un droit ouvert pour tous, avec un principe de non-abandon, et donc cet accompagnement renforcé. Donc il faut, à côté du financement de l'allocation, il faut aussi un financement renforcé pour l'accompagnement. Et on pourrait se dire, bien, on fait une expérimentation, même si le système n'est pas parfait, on fait une expérimentation sur 2 ans pendant le plus gros de cette crise. Et au bout de 2 ans, on regarde, est-ce qu'il faut l'étendre aux étudiants voilà, on ajuste les choses, mais il y a urgence à avoir une mesure structurelle qui touche tous les jeunes et en commençant par les plus fragiles. C'est très clair. Peut-être Sakine Amina, si vous voulez réagir sur à la fois la garantie jeune et sur un peu quel serait l'instrument que vous voudriez mettre en avant. Et on voit bien, hein, il y a à la fois un enjeu d'urgence et puis un enjeu plus structurel. Alors effectivement, comme l'a rappelé Madame Fayet, c'est qu'on a on a un dispositif qui est limité à la fois dans le temps, donc à 1 an, et aussi qui est limité en termes d'âge, de critères d'âge à 25 ans. Et c'est en ça qu'il y en a, il y a toujours des jeunes qui se retrouvent entre guillemets sur le carreau et qui ne sont pas accompagnés, puisqu'on l'a vu en fait, le RSA, même s'il est disponible pour les plus de 25 ans, ne permet pas d'accompagner ces jeunes-là vers un emploi qui soit à la fois rémunérateur mais aussi épanouissant.
Et il est vrai qu'on peut penser, outre le RSA et outre même le revenu de base qui peut faire peur, au dispositif qu'a préconisé l'Observatoire des inégalités, le revenu minimum unique de 860 euros, qui serait à la fois, lui, ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, voire plus, et également à ces jeunes étrangers non ressortissants de l'Union européenne et qui se retrouvent étudiants en France. Et de ce fait, ce serait un dispositif bien plus égalitaire, effectivement, que ce RSA qui est conditionné à des critères d'âge et puis effectivement qui ne permet pas d'accompagner cette jeunesse. Thibaut de Saint-Vol, peut-être que, je ne sais pas si vous avez regardé l'évaluation justement de la garantie jeune ou d'autres mécanismes, hein. C'est vrai que personne ne considère que le RSA non plus est quelque chose d'optimal, hein, on l'a dit, et en particulier parce que la question de l'accompagnement est assez déficiente. Oui, tout à fait. Au sein de l'INJEP, on porte un dispositif qui est le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et au travers de ce fonds, on a pu déployer un certain nombre d'expérimentations qui apportent des informations qui permettent de contribuer à répondre à cette question. La première chose, c'est on a expérimenté un dispositif qui était le revenu contractualisé d'autonomie, le RCA, dont l'évaluation montrait très clairement que ce dispositif, qui consistait principalement à fournir une dotation financière, fonctionnait mal. Et le vrai atout de la garantie jeune, c'est l'accompagnement qu'elle va apporter. C'est-à-dire que ce que montre l'ensemble de nos expérimentations, c'est que ces jeunes, notamment les plus précaires, si on leur apporte seulement une dotation financière, elle sert à gérer les galères qui sont réelles, hein, du quotidien, mais elles ne leur permettent pas de se projeter et de sortir de cette situation. Et le vrai avantage de la garantie jeune, c'est l'accompagnement qui permet et l'ensemble des évaluations dont on dispose, celles quantitatives menées par la DARES, celles plus qualitatives auxquelles une partie de nos équipes ont contribué, elles montraient bien que le dispositif, il fonctionne plutôt positivement. Il reste que, comme ça a été dit très justement par Madame Fayès, ce dispositif, il ne touche pas tout le monde. Et donc, effectivement, à court terme, c'est un dispositif qui est intéressant, mais il mérite d'être travaillé, réfléchi, potentiellement complété pour aller toucher les jeunes les plus vulnérables que les missions locales ont du mal à prendre en charge dans ces dispositifs. Et ce que montre aussi l'ensemble des enseignements dont on dispose sur le FEJ, on va publier début janvier une synthèse des principaux résultats, je peux vous en livrer deux, trois éléments, c'est l'importance de regarder les ruptures, les sorties des dispositifs, parce qu'effectivement les parcours de ces jeunes, ils sont très marqués par des ruptures, et les sorties des dispositifs, c'est souvent des moments dans lesquels ils sombre dans la précarité, où il y a plus de difficultés, sachant que la crise sanitaire, elle a représenté en tant que telle une rupture. Il y a des choses qui sont liées au manque d'information, d'accessibilité, notamment des jeunes les plus éloignés des institutions. Il ne faut pas perdre de vue que les plus précaires dont on parle aujourd'hui sont parfois pas forcément en bons termes ou familiers des institutions, on va dire ça comme ça, et donc ça demande un effort particulier. Il y a le besoin d'associer moyens matériels et financiers et accompagnement, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, l'idée on parlait de la grande diversité de ces jeunes, et quand on parle des plus vulnérables, il y a un vrai besoin de s'adapter à leurs besoins et à leur situation. Et ça renvoie aussi à ce que sont capables de faire aussi les associations. On les a déjà évoquées, mais de ce point de vue-là, elles ont un rôle qui est majeur et qui est efficace, et qu'on observe bien dans nos études. Ok, merci. Oui, allez-y. Oui, je voudrais rajouter un point. Le principal combat qu'on a à mener, en fait, Sakina l'a évoqué, c'est la question de la connexion ou de la déconnexion au travail, qui repose sur un préjugé tenace, qui est vraiment bien ancré dans la tête d'une partie de l'opinion publique, mais surtout de notre gouvernement actuel, c'est que une aide accordée aux jeunes va les inciter à la paresse, quasiment à la débauche. Donc,
Ça, c'est vraiment quelque chose qui bloque en fait toute discussion parce que on a comme ça une répétition de la part des différents membres du gouvernement de dire eh bien, il faut que les jeunes travaillent. Oui, il faut que les jeunes travaillent. On est d'accord et les jeunes ils sont d'accord aussi. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel et particulièrement dans le temps de crise où il n'y a pas de travail, comment fait-on? Voilà. Donc ce préjugé tenace qui fait que, enfin, qui laisse penser que plus on aide les gens, et d'ailleurs ça s'applique aussi aux adultes, hein, plus on aide les gens et donc il faut surtout pas augmenter le RSA parce que sinon ils vont devenir vraiment paresseux. Alors, il y a quand même des études importantes, notamment celle d'Esther Duflo, qui est quand même prix Nobel d'économie, qui montre que plus on aide les gens, au contraire, et plus ils rebondissent, plus ils sont libérés en fait de la peur du lendemain et ils ont la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, du coup, je trouve ça intéressant que les associations et le cercle des économistes, par exemple, d'horizons très très différents, bien prônent conjointement l'idée d'un revenu de base pour tous les jeunes, parce que ça montre que c'est pas seulement des idées illuminées des associations, mais c'est aussi fondé économiquement. Voilà. Mais combattre ce préjugé de l'aide qui conduit à la paresse, ça c'est quand même un défi assez important. Vous avez raison. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on sait des études économiques, c'est que si il n'y a pas de revenus, c'est très difficile, de base en tout cas, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir, de faire même une recherche d'emploi, évidemment encore moins de s'éduquer, de se former. Donc ça, c'est en effet très important. Ce que je sais des études, en effet, sur l'impact du RSA sur la recherche d'emploi, il y a eu des études de l'INSEE, c'est qu'on ne trouve pas d'effet ou que l'effet est très faible et très concentré et très temporaire sur les personnes les moins qualifiées. Donc, de fait, on ne trouve pas un impact majeur du RSA sur l'offre d'emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'en effet, je pense, ça veut pas dire que le RSA, encore une fois, et je crois qu'on est tous d'accord, sur le fait que le RSA n'est pas non plus le modèle de ce point de vue et qu'il y a besoin d'un fort accompagnement certainement. Alors, je pense que le moment est venu d'aller voir les questions de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc, je crois que voilà, ça s'inscrit dans le Zoom. Donc, je laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions ou réagir à ce qu'on a dit. Merci. Alors, nous n'avons pas de questions pour le moment. Bon, alors, ça va certainement venir. Moi je prends des questions. Il y a des questions qui m'arrivent donc sur SMS. Il y a une question intéressante, c'est vrai, les jeunes ont remarqué, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont remarqué, que les milliards pouvaient sortir d'un seul coup en cas d'urgence. Et c'est vrai que le narratif sur la contrainte budgétaire a pas mal changé. Donc, je pourrais dire des choses là-dessus, mais ça m'intéresse de savoir aussi ce que vous pensez là-dessus. C'est-à-dire qu'on a eu en effet une grande orthodoxie pendant longtemps et qu'elle paraît un peu à géométrie variable, c'est-à-dire qu'en effet, quand on est en pleine crise, on a en effet besoin et on peut trouver des milliards. Et évidemment, c'est lié aussi à la question, et c'est ce qui est dit par cette question de Nicolas, du contrôle monétaire, puisque c'est une partie du moyen des financements, c'est évidemment ce que fait la Banque Centrale Européenne pour permettre à nos États de s'endetter de manière gigantesque. Je veux bien avoir peut-être une réaction de l'un d'entre vous là-dessus, sur cette question de on trouve des milliards d'un seul coup. Je dirais quelque chose moi-même, mais oui, une réaction. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des choix budgétaires et économiques qui ont été faits depuis le début du quinquennat. On se souvient tous du choix très très symbolique de suppression de l'ISF et de l'introduction d'une flat tax pour limiter l'imposition des très hauts revenus. Grosso modo, de mémoire, je crois que l'ISF rapportait autour de 4 milliards par an. Voilà, donc on s'est privé de cette ressource pour des raisons un peu idéologiques. Aujourd'hui, le coût d'un revenu de base pour tous les jeunes à 400 ou 500 euros serait autour de 4 milliards. Donc cet argent, on l'avait
et on a choisi de ne plus le prélever sur les citoyens les plus aisés. Voilà. Donc l'argent il est là et on a vu depuis le début du quinquennat une aggravation des inégalités. Il y a eu une étude intéressante de l'OFCE qui est parue, je crois, début 2020, qui montre que sur les 2 dernières années, eh bien, grosso modo, l'ensemble de la population a gagné du pouvoir d'achat, plus ou moins, mais a gagné un peu grâce notamment aux mesures fiscales qui ont été prises après la crise des Gilets jaunes, et donc tant mieux pour les classes moyennes qui en avaient bien besoin. Mais aux 2 extrêmes, on voit la courbe qui monte en flèche avec une augmentation énorme du pouvoir d'achat du dernier décile, et à l'autre bout de la chaîne, le décile le plus pauvre qui a perdu du pouvoir d'achat depuis 2 ans par le jeu successif des baisses d'APL, des désindexations des allocations logement, des indexations des allocations familiales, enfin voilà. Donc voilà, ce sont des choix économiques et budgétaires qui ont été faits. On peut faire d'autres choix. Donc oui, évidemment, il y a de l'argent, surtout que on a un système de protection sociale qui est déjà très robuste et très performant. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent pour les jeunes. Donc il suffit en fait de pas grand-chose pour compléter complètement le dispositif, et qu'au lieu d'avoir un filet de sécurité plein de trous, on ait vraiment un plancher de sécurité pour tous les jeunes qui leur permettent de regarder l'avenir avec confiance et qui leur permettent de développer leurs compétences et de montrer que oui, ils sont volontaires et courageux et qu'ils ont envie d'accéder à un emploi. Donc, il manque pas grand-chose. Évidemment, l'argent est là, bien sûr. Juste un petit point, alors en tant qu'économiste sur l'argent qui est là, je crois qu'il faut faire la différence entre l'argent qui est là pendant 1 an pour congeler l'économie. En gros, disons, la dette va augmenter de 20 points de PIB, et on parle de 2400 milliards donc, du coup, d'euros. Vous voyez que c'est très très loin, à la fois d'ailleurs de ce que coûterait potentiellement un RSA jeune et de ce que rapporterait un retour de l'ISF. Mais ça, c'est des mesures temporaires. C'est-à-dire quand on congèle l'économie, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et ça coûte extrêmement cher, on le fait une fois. Et donc, c'est très différent d'avoir une dépense d'urgence qu'on fait pendant 1 an et on s'endette. Et grâce à la Banque centrale européenne, en effet, on peut s'endetter à des taux extrêmement faibles, voire même négatifs. Et de mettre en place à la fois des financements et des dépenses qui sont, elles, structurelles, qui sont permanentes. C'est-à-dire qu'on va faire, et je pense qu'il faut bien avoir en tête la différence entre ces 2 choses. Je vais peut-être. Alors, oui, je crois qu'il y a des questions. L'ISF rapportait bien chaque année 4 milliards. Et donc, on a besoin de 4 milliards chaque année. Effectivement, il faut que ce soit pérenne, il faut des ressources pérennes en face, bien évidemment, oui. Je crois qu'il y a des questions aussi sur le Zoom. Oui, alors on a une question de Céline. Céline? Ah, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Toujours pas. Bon, on va passer à Aurélie, le temps que vous essayez d'allumer votre micro. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, bonjour, on vous entend. Déjà, je voudrais remercier les différents intervenants pour leurs éclairages, et en particulier Madame Fayet et Monsieur de Saint-Paul pour avoir évoqué l'hétérogénéité de la jeunesse. J'entends effectivement qu'il y a des profils qui ont particulièrement été impactés et qui sont plus fragiles, vous les avez cités, mais je tenais aussi à dire que c'était pas les seuls. Bon, c'est peut-être un peu égoïste, mais je pense à ma situation. Je pense qu'il y a un manque dans notre système actuel. Donc, en quelques mots, j'ai été diplômée de Sciences Po Toulouse, donc en master conseil et expertise en action publique en janvier. Donc j'étais en recherche d'emploi, etc. Puis arrive mars, confinement, tous les processus s'arrêtent puisqu'il n'y a plus de recrutement. Ça reprend ensuite à l'automne, puis à nouveau tout s'arrête avec l'autre confinement.
Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'étais en dehors des mailles de tous les filets, puisque je n'avais pas d'aide, puisque j'avais effectué des emplois à côté de mes études, mais c'était un travail en auto-entrepreneur, donc je n'avais pas le droit aux aides d'État après. Étant déjà dans une situation financière difficile, j'ai été hébergée à titre gratuit chez mon petit ami, donc pas d'APL, donc toujours pas les aides par la suite. J'avais 24 ans, donc pas de RSA. J'ai eu la chance sur le tard de découvrir la garantie jeune, mais encore une fois, du coup, je suis actuellement accompagnée, mais la réponse était qu'ils n'ont pas l'habitude de voir mon profil, parce que c'est tout nouveau pour eux d'avoir des personnes avec Bac plus 5 qui se retrouvent dans un blocus total au niveau de l'emploi. Et même actuellement, en recherchant des petits emplois, c'est pas possible, parce que ce qu'on me dit, c'est non, mademoiselle, vous êtes trop qualifiée, donc il n'y a rien pour vous, on va préférer prendre des jeunes avec des profils extrêmement différents. Et donc ça, je pense que ça reste marginal, mais j'ai l'impression que c'est une tendance qui est croissante, puisqu'en discutant avec d'autres jeunes diplômés qui ont des profils similaires, il y en a de plus en plus dans cette situation aussi. Et donc, je me demandais si l'un d'entre vous avait potentiellement un éclairage à faire sur des perspectives pour prendre en compte ce type de nouveaux profils, entre guillemets, que ce soit par les aides, par un accompagnement, etc. Bon, merci, c'est très clair. Ouais, je crois que la question des jeunes diplômés en recherche d'emploi, c'est typiquement une question qui, en effet, passe par les mailles du filet, au sens où, en effet, il n'y a pas de bonnes prestations qui puissent vous aider. Je ne sais pas qui veut réagir. Moi, le revenu, un revenu tremplin, un revenu jeune 18-25 ans couvre aussi cette situation. Voilà, parce qu'effectivement, on est dans les trous du filet. Donc, il faut que le filet n'ait plus de trous. Donc, je pense que ça doit couvrir toutes les situations de 18 jusqu'à 25 ans. Mais juste pour poser la question, donc vous avez eu la garantie jeune là. Ce qui est vrai, c'est pas a priori, c'est vrai que vous n'êtes pas normalement vous n'êtes pas la cible de la garantie jeune, clairement. Mais donc là, vous avez bénéficié de la garantie jeune. Je bénéficie de la garantie jeune. J'ai commencé en octobre parce que j'avais fait une demande en août, mais il y avait de l'attente tout simplement. Et donc ça a commencé en octobre, donc j'ai touché la première allocation à la mi-novembre. Voilà, donc c'est encore un peu tout nouveau. Et donc là, j'ai commencé le suivi et vraiment, j'ai été plus aidée en un mois avec la garantie jeune que depuis le début avec Pôle emploi notamment, où il n'y a rien en fait, parce que finalement, ce n'était pas fait pour ce type de profil, parce que c'est sous-entendu que les jeunes diplômés trouvent facilement un emploi après avec Bac plus 5 et autres. Donc oui, j'ai ce soutien de la garantie jeune et j'en suis très heureuse, mais pour l'instant, je cherche encore. Voilà, tout simplement. Non, mais on voit bien, la garantie jeune est certainement dans votre cas nécessaire, mais elle n'est pas suffisante parce que ce que vous cherchez, c'est un emploi en effet. Oui. Est-ce que je peux réagir ? Oui, allez-y. Oui, effectivement, tout à l'heure mentionné des populations spécifiques qui méritent notre attention, ça n'enlevait en rien qu'il y a des problèmes à d'autres endroits ou des difficultés qui sont bien réelles. Et comme on l'a dit, et on doit le redire, il y a une grande diversité de situations. Et effectivement, la situation des jeunes diplômés, et y compris les plus diplômés, mérite une attention particulière et est préoccupante dans un certain nombre de cas. En termes d'études, ce qu'on voit, c'est l'importance que je mentionnais aussi tout à l'heure du soutien familial. C'est-à-dire que dans le cas des jeunes diplômés, on est dans une situation qui est en fait une situation d'attente où on considère, pour avoir un message quand même plutôt positif, que cette population-là, quand tout sera reparti en quelque sorte, dans 1 an et demi, vous aurez trouvé un emploi et ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Et donc, ce qui est important, c'est la prise en compte des vraies des difficultés qui sont réelles de cette période entre maintenant et le moment où tout redémarrera. La situation est à nos yeux un petit peu différente des populations qu'on mentionnait tout à l'heure qui risquent de voir un prolongement, voire un ancrage des difficultés qu'elles ont rencontrées aujourd'hui sur une longue période et avoir beaucoup de mal à redémarrer.
L'attention sur les jeunes diplômés, elle est notamment, de notre point de vue, sur le cadre où se feront par la suite les diplômes, le niveau de salaire. Par exemple, on sait très bien que les conditions dans lesquelles on entre sur le marché du travail, elles sont déterminantes pour la suite de la carrière. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on va regarder, nous, plus spécifiquement, pour essayer de voir quel est l'impact de la crise sur cette génération-là. Mais effectivement, ça n'enlève rien aux difficultés qui sont réelles de cette période actuelle aussi sur cette population. Je vous propose peut-être de prendre une dernière question sur Zoom. Oui, on va essayer de prendre la question de Céline. Alors, Céline, est-ce qu'on vous entend? Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Non. Alors, on va passer à la question de Jules. Par écrit. Vous pouvez la poser par écrit, peut-être, Céline. Alors, Jules, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Oui, on vous entend. Alors, moi, ma question, c'est un peu sur les moyens qu'on donnait aux agences comme Pôle emploi pour accompagner ces jeunes dans leur transition. Parce qu'on a bien compris qu'il y avait un impératif de revenus pour permettre aux jeunes de vivre et qu'à côté de ça, il y avait un impératif de les aider à trouver des emplois, en plus dans un marché du travail qui est en train de changer et qui va changer, je pense, de plus en plus dans le futur. Donc, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a les outils pour faire ça? Est-ce que, notamment, on n'a pas un problème avec la formation professionnelle qui est quand même destinée à des gens qui sont souvent très qualifiés? Je pense que c'est un point que Laurent évoque souvent. Et aussi, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à développer des moyens technologiques pour faire un peu du matching de jeunes avec des emplois qui sont peut-être un peu en dehors de leurs compétences, mais qui pourraient les aider quand même à trouver un emploi. Voilà, donc la place de la technologie et de la formation pour les accompagner. Ouais, merci, parce que c'est au-delà en effet des aides financières. Hein. Là, vous avez vu, il y a eu pas mal d'aides financières sur l'emploi des jeunes. Hein. Il y a la prime d'embauche de 4 000 euros, énormément sur l'apprentissage. Donc justement, au-delà de la question financière, c'est la question de l'appariement, hein, ou du matching, comme vous dites, hein, et dans quelle mesure Pôle emploi peut faire mieux, et en s'aidant en particulier de la technologie. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel l'une d'entre vous veut réagir? Effectivement, peut-être que je peux essayer, non pas en tant que spécialiste, mais seulement vis-à-vis des outils légaux qui existent, qui est notamment la loi Avenir professionnel de 2018, qui a essayé justement d'élargir un peu l'accès à la formation professionnelle, notamment l'accès à l'apprentissage, et également d'ouvrir en fait les comptes personnels de formation pour les indépendants, donc qui pourraient justement auxquels pourraient bénéficier certains étudiants qui voudraient se reconvertir ou qui voudraient justement diversifier leurs compétences. Maintenant, encore une fois, et vous l'avez très bien souligné, c'est que c'est encore très rattaché au salariat et que c'est encore insuffisant. Donc, effectivement, c'est des outils qui existent. J'ai moi-même un CPF qui ne doit pas dépasser 400 euros. Et si demain je cherche à me reconvertir, ce sera pas du tout évident. Et aujourd'hui, Pôle emploi va vraiment viser effectivement des formations qui sont ancrées dans l'air du temps, donc qui sont plus en lien avec les demandes aujourd'hui des entreprises, plutôt que les réelles, on va dire, vocations des étudiants à, par exemple, se reconvertir dans des emplois, je ne sais pas, qui seraient plus en lien avec l'écologie. Il va y avoir évidemment cette compatibilité qui va être recherchée entre l'offre et la demande, avec des outils encore très rattachés à l'emploi et qui défavorisent effectivement les indépendants ou les jeunes qui ont peu d'expérience et donc qui n'ont pas aujourd'hui une enveloppe assez conséquente pour se former. Mais c'est en train de s'ouvrir. Voilà.
Juste un point, hein. Moi je crois quand même que ce qui a été fait sur l'apprentissage a été quand même extrêmement important et entre guillemets juste avant la crise, hein, on voyait en effet une très forte augmentation du nombre d'apprentis et c'est à cause du fait que le coût des apprentis a beaucoup diminué, on a beaucoup simplifié aussi les choses. Donc je pense que sur l'aspect apprentissage, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Sur l'aspect technologie, alors c'est vrai que moi je me rappelle, hein, et c'était pas sous ce quinquennat, mais le quinquennat précédent, hein, on a beaucoup parlé de l'utilisation d'algorithmes, d'applications pour justement faire l'appariement, le matching entre l'offre et la demande. Euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que on n'est pas allé suffisamment loin. Et je pense que c'est en effet des technologies qui ont vraiment un avenir parce que sur en particulier un certain nombre d'applications qu'on peut avoir même sur son smartphone, c'est quelque chose qui peut être très utile. C'est pas le taux, enfin, on va pas régler tout le problème du chômage des jeunes par ce biais. Et je crois que vraiment, on peut encore utiliser beaucoup plus la technologie pour en effet faire un matching plus efficace, hein, entre ceux qui cherchent et ceux qui demandent un emploi. On va prendre une autre question peut-être. Oui, nous avons une question de Jonas. Jonas. Oui, bonjour. Vous Bonjour. parliez de l'ISF et vous parliez de la taxation des GAFA. Et j'ai entendu aussi parler des GAFA. Je veux savoir si vous avez des informations par rapport à l'évolution de la situation sur les régularisations de tout ce qui est, enfin, des régularisations volontaires, tout ce qui est par rapport à l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale ou toutes ces règles-là. Parce que depuis le gouvernement Hollande, et ça a continué avec le gouvernement Macron, j'ai vu des chiffres annuels sur les montants des régularisations qui s'élèvent en milliards. Et je veux savoir si c'est des choses qui vont continuer. Et, parce que c'était encourageant, mais j'entends pas beaucoup d'actualité là-dessus. Je veux savoir si vous avez des informations là-dessus. Voilà, c'est tout. C'est ma question. Alors, merci. Je vais essayer de répondre peut-être parce que je trouve qu'on a un peu travaillé sur ce sujet. C'est vrai que la question de l'optimisation fiscale, à la fois du côté des ménages et du côté des multinationales, c'est un enjeu à la fois en termes de financiers, évidemment, mais aussi évidemment en termes d'équité et d'inégalité. Sur ce qui a été fait, hein, au niveau européen, OCDE, c'est en particulier sur la question des comptes bancaires étrangers et donc l'optimisation ou la triche fiscale, hein, des ménages. Ce qu'on voit, c'est que quand même tout ce qui a été fait, certes, c'est certainement pas assez, mais on voit que ça a un effet, hein. Il y a un certain nombre de papiers d'économistes qui montrent que de fait, la fraude fiscale par l'évasion fiscale est plutôt rendue plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, hein, mais elle est rendue plus difficile et en effet, ça donne des incitations à un certain nombre de personnes à faire de la régularisation. Je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais ça a un impact. Alors, ça signifie que, moi je pense que c'est quand même un message assez positif. Ça veut dire en effet, si on serre les boulons, hein, et ça veut dire en effet mettre des réglementations, mettre des moyens pour surveiller, ça a un impact. Parce qu'on a un peu tendance à penser que finalement l'optimisation fiscale, la fraude fiscale, c'est quelque chose, c'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de volonté politique, de la coordination internationale évidemment. Mais quand on le fait, ça a un impact. Il faut toujours aller plus loin, mais ça a un impact. Juste un point sur les multinationales. Là, en revanche, on reste très démunis. C'est-à-dire, on a fait des choses sur les comptes bancaires des ménages, des individus, mais sur la question de là, c'est pas tellement de la fraude fiscale, mais de l'optimisation fiscale, hein. On a un vrai problème, et en particulier à l'intérieur de l'Europe, évidemment, avec l'Irlande, le Luxembourg. Et donc là, c'est des négociations qui sont en cours et qui n'ont pas abouti. Donc, je pense qu'on a fait des progrès sur certains segments. Sur d'autres, je pense qu'on est encore très loin, et en particulier sur la question de la taxation des multinationales. Mais il me semble ça veut dire qu'on peut faire des choses. Rien n'est parfait, mais ça veut dire qu'on peut faire des choses là-dessus.
Est-ce qu'on prend une dernière question, à moins qu'un de vous veuille réagir hein, sur ce dossier. Juste là-dessus, sur la fraude, je trouve que c'est intéressant de poser cette question parce qu'effectivement, c'est une source potentielle de revenus quand même non négligeable. Et je vous recommande un petit bouquin qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». Je pense que c'est édition de l'Atelier. Et donc, c'est un travail qu'on a fait avec les associations parce qu'on en avait marre d'entendre dire que les pauvres étaient des fraudeurs et des tricheurs. Et parce qu'effectivement, il y a de la fraude au RSA, parce que bon, les bénéficiaires du RSA sont pas meilleurs que les autres, hein, c'est pas des saints non plus, donc il y a de la fraude. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était de l'ordre de 1 milliard par an, donc bon, quelque chose qui est important, mais infime comparé à tous les autres types de fraude fiscale de la part des entreprises, de la part des citoyens, qui étaient 10 fois plus ou 100 fois plus élevés. Donc effectivement, même si c'est long et difficile, je pense qu'il y a un travail de justice à faire, considérant que l'impôt, c'est le premier geste de la solidarité nationale et que donc un citoyen, une entreprise doit payer ses impôts et que ça permettra sans doute de financer des politiques sociales plus justes et un petit peu plus ambitieuses. Bon, écoutez, je pense qu'on pourrait terminer sur ce point. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on va des plus pauvres, hein, mais évidemment, hein, on est obligé aussi de parler des plus riches et en effet de la question de la taxation des multinationales ou de la fraude fiscale. Je pense que moi, je crois vraiment que je ne dis pas qu'on résoudra tous nos problèmes fiscaux avec la taxation des multinationales, mais je pense que c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Non seulement sur le plan fiscal, hein, mais évidemment sur le plan politique. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est dommage parce qu'évidemment, je suis sûr qu'il y avait plein d'autres questions. Je vous remercie tous les trois très, très chaleureusement. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant.